elle n'est pas du tout d'accord avec ce que je fais. Mais bon, ça c'est ce qu'on appelle... On ne peut pas plaire à tout le monde aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et puis tout le monde ne peut pas vous comprendre. Justement. Oui, donc moi voilà un petit peu ce que je retiens. Alors il y a un commentaire de quelqu'un qui a dit « Vous êtes peut-être incomprise ». Est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été à un moment donné une femme incomprise? Incomprise, oui, parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai été l'objet d'attaques, de discrimination. Et évidemment, ça fait écho dans certaines régions, même de la Côte d'Ivoire et puis de l'Afrique et même du monde. Et donc, bon, ça aussi c'est repris. Voilà, c'est le prix à payer quand on fait de la politique. Ah oui, voilà. C'est le prix à payer. Si vous permettez, je veux au début de cette émission qu'on fasse un peu d'histoire. Parce que pour une fois qu'on vous a, il y a des zones d'ombre qu'on aimerait pouvoir éclaircir avec vous, clairement. Je vous écoute. Qu'est-ce qui, selon vous, marque la véritable rupture politique entre vous et l'ex-président Laurent Gbagbo? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on a du mal à cerner ce qui s'est réellement passé. Ben là, vous me posez une question difficile. Elle n'est pas difficile. Il y a à un moment donné une rupture que je pourrais qualifier même d'idéologie. Je ne sais pas s'il y a une rupture idéologique. Je pense que dans la gestion des vies, il y a des moments où vous êtes d'accord, et puis il y a des moments où vous n'êtes plus d'accord, et puis que ça provoque de la distance. Mais je ne crois pas que la rupture soit d'ordre idéologique. Non. Voilà. Non. Alors moi qui suis un peu la politique ivoirienne, Madame Simone Gbagbo, je dois dire que les conflits de position à l'intérieur de votre mouvement à l'époque ne datent pas d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui c'est à l'ère publique, mais on sait déjà qu'à l'intérieur, vous n'étiez pas d'accord et vous l'avez fait savoir sur un certain nombre de choses. Oui, ben, j'estime que c'est normal ça. Quand vous êtes ensemble dans une organisation politique, il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et quand vous n'êtes pas d'accord, il est bon de le dire. C'est qu'on fait la critique interne. Voilà. Alors, à ce moment-là, si on revient sur le passé, selon vous, quelle est la plus grosse erreur qu'a commise Laurent Gbagbo? Je pense que dans ce problème que nous avons connu en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a été acculé par la communauté internationale à aller à des élections, alors que la situation ne se prêtait pas à des élections. Mais il a été vraiment acculé, non seulement à aller à des élections, mais accepté Alassane Ouattara comme candidat à ces élections-là. Et je dois dire que le président Gbagbo a été tellement désireux de réussir à réunifier le pays, à sortir de la guerre dans son pays, que finalement il a cédé pour pouvoir mettre fin à cette division qu'il y avait dans le pays. Et bon. Est-ce qu'il a trop cédé selon vous? Je pense oui. Je pense oui. Qu'à la fin, il a cédé, mais est-ce qu'il pouvait faire autrement que de céder? Je n'en sais rien. Ça, moi, je sais pas, vous étiez de l'intérieur. Je ne dirigeais pas le pays. Moi, on je disait que vous étiez une dame. femme très influente, Madame Simone Gbagbo. Vous l'avez suivi dans l'élément. Les gens disaient même que vous étiez carrément la vice-présidente. Ben, justement, ça, c'est ce que j'appelle les attaques et les accusations venant de structures étrangères qui auraient souhaité que je sois moins présente. Mais bon, ça c'est mon caractère, je suis présente et puis j'estime qu'il y a des combats à mener, il ne faut pas se mettre aux abonnés absents quand il y a des combats à mener. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la plus grosse erreur de Laurent Gbagbo à ce moment-là, c'est d'avoir cru à la France, notamment aux dirigeants français? Je leur dirais que la France n'est pas bonne conseillère en Afrique. Ni aujourd'hui, ni hier. Voilà ce que je dirais. Alors, je voulais qu'on fasse ce petit point d'histoire parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée, Madame Simone Gbagbo. Aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé aussi. Est-ce qu'on peut penser
avec tous ces éléments que je viens de citer, que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Réconciliée? Oui. Mais la Côte d'Ivoire est très loin d'être réconciliée. C'est un des défis que nous avons aujourd'hui à surmonter et à affronter, c'est la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Mais ce retour de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, vous-même, vos libérations, j'ai envie de dire vos réinjections dans le jeu politique, est-ce que ce n'est pas des actes qui peuvent être considérés comme des actes ayant matérialisé, ne serait-ce qu'un début concret de réconciliation? J'ai salué ma sortie de prison. Évidemment, quand vous êtes en prison, vous êtes intéressé à sortir de prison. Donc j'ai salué ma sortie de prison et j'ai remercié le président Alassane Ouattara qui a pris cette décision-là de me sortir de prison en même temps que 300 autres personnes qui étaient des prisonniers politiques dans le pays à cette époque. J'ai salué le retour du président Gbagbo et j'ai salué le retour du Blé Goudé. Je considère que ce sont des actes de justice. À aucun moment, le président Gbagbo n'a mérité de se retrouver à La Haye, ni Blé Goudé, ni moi en prison. Et donc, si ça s'est fait, je considère que ce sont des actes de justice qui sont réalisés à notre direction. Ceci dit, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a réconciliation. Parce que pendant la crise ivoirienne, nous avons connu des morts. Nous avons connu des destructions. Nous avons connu des personnes qui ont perdu tous leurs biens. Jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur position, jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui peut être fait, Mme Gbagbo? On a vu récemment que vous êtes réunis, certains partis de l'opposition, avec le PDCI-ADA, le projet de Charles Blé Goudé. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire à moins un an de l'élection? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est réellement faisable? Déjà pouvoir, avec ceux du gouvernement, s'asseoir. Au moins s'asseoir. Ça peut se faire, ça. Que l'on s'asseye et que l'on discute de ces différentes questions-là. Mais visiblement, le gouvernement n'en veut pas. Le gouvernement n'en veut pas. Il n'en veut pas. Ben, s'il n'en veut pas, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? On va avoir comme conséquence des élections qui vont se dérouler dans un climat de méfiance. Et c'est le climat de méfiance qui crée les tensions. Qui va créer de nouvelles tensions. Alors, comme je vous ai dit, dans le cadre de cette émission, je ne suis pas le seul à vous poser des questions. J'ai des confrères qui vont vous poser des questions. Donc, je vais à présent vous donner la question de l'un de nos confrères. Et puis, je vais mettre play. Bonjour, je suis Jean-Bruno Tagne, journaliste pour Naya TV au Cameroun. Alors, Madame Gbagbo, je voudrais savoir quel est le sens de votre candidature à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de mettre les Ivoiriens un peu dans l'embarras parce que vous les obligez à choisir entre vous et l'ancien président, alors que vous avez pendant de longues années partagé le même combat? Votre candidature était-elle vraiment nécessaire? Merci. Voilà. Une question qui a le mérite d'être claire. Le sens de la candidature. Très clair. Alors, je voudrais répondre en disant, je suis sûr que les candidats au présidentiel de 2025 là, seront nombreux. Ce ne sera pas une candidature entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ce sera une candidature entre le MGC et sa candidate et d'autres candidats qui viendront d'autres partis. Est-ce que le président Gbagbo sera candidat? Je n'en sais rien. Pour le moment, il n'en a pas la capacité, au moins. En plus. Mais je n'en sais rien. Il se peut que d'ici là, on lui en donne la capacité. Mais pourquoi est-ce qu'il veut limiter les candidatures au présidentiel à une confrontation face à face entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo? Déjà, ce problème-là, il faut sortir de ce problème-là. Mais en plus, j'estime que ma candidature n'est pas inutile. Parce que ce que je propose pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de très positif. Derrière la question de mon confrère Jean-Bruno Tagne, il y avait le fait de la dispersion des voix. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas une rupture idéologique totale avec l'ancien président Laurent Gbagbo. Oui. Tout observateur s'est dit, Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo concurrent à une élection, il y aura forcément une dispersion des voix qui peut faire le jeu du régime en place. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous redoutez?
c'est quelque chose qu'on est obligé de redouter. Et c'est pour ça que j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation-là. Mais ce n'est pas seulement entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo qui peut y avoir dispersion des voix. C'est pour ça que nous sommes en train de discuter pour que, premièrement, les conditions d'élection soient améliorées, pour qu'on puisse effectivement discuter avec les autres, aller compétir, sans que pour autant on soit amené à s'affronter comme des... Donc vous pensez qu'il peut y avoir des évolutions avant l'élection? On peut avoir une véritable coalition de l'opposition? Je l'espère. Est-ce que vous allez y travailler? Parce qu'il ne suffit pas d'espérer. Est-ce que vous êtes prête à travailler pour que l'opposition ivoirienne puisse parler d'une seule voix? Mais on a déjà commencé ce débat-là. Et on a déjà commencé à mettre ensemble les partis politiques dans l'opposition pour revendiquer des choses communes vis-à-vis du RHDP et du gouvernement. Après cela, on verra dans quelle mesure il est possible encore de réunifier plus pour se retrouver non pas avec 1000 candidats, mais avec un nombre le plus petit possible de candidats. Alors, vous qui êtes une doyenne de la scène politique ivoirienne, qui est férile, qui avait du flair, est-ce qu'Alassane Ouattara sera candidat en 2025 selon vous? Je ne serais pas étonné qu'il soit candidat. Je ne serais pas étonné qu'il soit... Je ne suis pas dans son parti, donc je ne sais pas ce qu'ils sont en train de... Nous, on voit déjà les gens l'appeler à l'aide. Oh oui, bon, vous savez, ça c'est la politique, on appelle à l'aide, on appelle, et puis bon... C'est au dernier moment que la décision se prend, hein, donc il ne faut pas se laisser intimider non plus par tout ce qu'on voit. Hein. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre mouvement, le mouvement que vous avez créé, le mouvement des générations capables. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Je précise que c'est un mouvement d'obédience social-démocrate. À ce niveau-là, on n'apporte rien de nouveau. Par contre, nous avons insisté pour que cette organisation-là prenne vraiment en main la question de la transformation des mentalités, la question de la position à donner aux valeurs, parce qu'on s'est rendu compte que la question des valeurs en Afrique, c'est devenu quelque chose de terrible. En Côte d'Ivoire, particulièrement, c'est devenu quelque chose de terrible. Donc ça, nous l'apportons et c'est nouveau par rapport à tous les autres partis de gauche qui sont là. Alors, si les Ivoiriens qui nous écoutent devraient voter pour vous pour une seule raison, ce serait laquelle? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez apporter si jamais les Ivoiriens vous font confiance et décident de faire de vous la première femme présidente de ce pays? Je vais les convier à travailler ensemble pour la transformation de toutes les mentalités des Ivoiriens. Donc pour vous, c'est d'abord un problème de mentalité. Donc c'est la base. Pour moi, la base, c'est la mentalité. Mais comment vous allez y parvenir? Parce que c'est un vœu, j'ai envie de dire, pieux. Oui. Mais à l'épreuve des faits, comment vous allez faire? À l'épreuve des faits, il faut déjà beaucoup d'éducation, beaucoup de formation. Donc un accent particulier sur tout le système éducatif du pays. Mais au-delà de cela, il faut également aider les Ivoiriens à devenir eux-mêmes de véritables transformateurs de leur économie, des ressources qu'il y a dans ce pays, pour qu'ils deviennent des hommes d'affaires eux-mêmes et que l'économie du pays soit maîtrisée par les Ivoiriens eux-mêmes d'abord. Et ça, c'est tout un programme. Alors, on va revenir pas totalement dans votre intimité, c'est pendant que vous étiez enfermé dans ce bunker, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Tout le monde voudrait être là comme une petite souris pour savoir ce que vous vous dites. Moi, je vous parle en tant que journaliste. On a dit, non, c'est Simone Gbagbo qui a radicalisé Laurent Gbagbo. C'était elle, l'aile dure. C'est elle qui ne voulait rien entendre. Qu'est-ce que vous dites aux Africains aujourd'hui par rapport à cet épisode? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, vous savez, quand on était dans ce que vous appelez le bunker, ce n'est pas un bunker, c'est le palais présidentiel. Oui, c'est la résidence présidentielle. On a dû se réfugier dans les sous-sols de la résidence à cause des bombes qui nous tombaient sur la tête.
On a beaucoup prié. Curieusement, on a beaucoup prié. On a beaucoup loué le Seigneur. Mais on avait également, au début, tant que c'était possible, discuté ensemble, continuer nos réunions politiques pour décider ensemble de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait dire. Et donc, on a discuté un certain nombre de questions. Par exemple, les résultats des élections. Justement. Est-ce qu'il faut les annuler? Est-ce qu'il faut les accepter? C'était des échanges. Et dans ces échanges-là, les conclusions qui se passaient, qui se décidaient, c'était qu'il fallait maintenir. On avait gagné les élections et je confirme que les élections ont été emportées par le président Gbagbo. Les élections présidentielles ont été emportées par le président Gbagbo. Mais c'est parce qu'avait déclaré la CEI à l'époque. 53% pour Alassane Ouattara, c'est le chiffre officiel qui avait été annoncé. C'est pas la CEI qui avait dit ça. Oui. La CEI n'a jamais proclamé qu'Alassane avait madame, on se rappelle de la sortie de Bakayoko, qui était le président de la CEI. Non. Recadrez-vous, reprenez. Je reprends tout. Et voilà. La CEI a organisé les élections et a donné les résultats des élections, comment on appelle ça, les premiers résultats. Oui. La CEI a été incapable de donner des résultats dans les délais, ça on le sait. Dans les délais. Et donc, tout a été transféré au Conseil constitutionnel, qui a repris, qui a réexaminé et qui a proclamé le président Gbagbo vainqueur. Mais avant ça, on avait la sortie du président Bakayoko qui l'a dit, qui a été repris par tous les médias. Laissez-moi finir d'exposer. D'accord. Quand ces résultats ont été proclamés, les Français sont venus prendre le président de la CEI, l'ont amené à l'hôtel du Golfe, au QG d'Alassane Ouattara. Et puis, il y avait également Choi, qui était le représentant du secrétaire général de l'ONU. Et c'est ensemble là-bas, avec la communauté, enfin, ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ont proclamé la victoire de Alassane Ouattara. Voilà. Et le Conseil constitutionnel a renchéré en disant que eux-là n'ont pas pouvoir ni compétence de proclamer des résultats. Mais ils étaient lancés. Bien sûr. Voilà. Ils ont obligé de toute façon le président Gbagbo à organiser les élections parce qu'ils avaient prévu cette chute. Il y avait un agenda selon vous qui était prévu avant. Donc, quelle que soit l'issue, vous voulez dire, l'issue était connue d'avance. Donc, ok. Alors, l'autre chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous en voulez au président Laurent Gbagbo? Moi, je ne parle pas de Laurent Gbagbo, votre mari. Je parle de Laurent Gbagbo, le président de la République, pour un certain nombre de décisions. Vous avez vu ce qui a fait l'actualité récemment, notamment la sortie de Robert Bougie. Est-ce que vous lui en voulez à Laurent Gbagbo, sincèrement, Simone Gbagbo? Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des décisions qui n'auraient pas dû être prises par Laurent Gbagbo. Comme donner l'argent à Jacques Chirac, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous les chefs d'État africains le font. Donc ça. Ah bon? Oui, pour vous, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène, ça. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous balayez ça d'un revers de la main. Je balaye ça. Les Africains regardent ça étant stupéfaits. Ça relevait du fantasme jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo le confirme lui-même. Parce que vous vous doutez bien que c'est de l'argent des Ivoiriens. C'est pas l'argent sorti de la poche de M. Gbagbo. Et pendant qu'on est dans un pays où les gens manquent de tout, donner des sommes aussi faramineuses à un dirigeant futile de la France, est-ce qu'on peut balayer ça d'un revers de la main? Bon, écoutez, j'ai balayé ça d'un revers de la main, c'est vrai. Et donc ça peut choquer, c'est vrai. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, mais parce que on a accédé au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits et qui justement motivent
mon maintien dans le combat. C'est que nos dirigeants sont soumis à cette pression-là que nous ignorions. Et la réalité, c'est ça, quand on parle de France-Afrique. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand vous découvrez ça, vous êtes étonné. Mais vous êtes dans la contrainte. Je vous donne un autre exemple. Pendant longtemps, n'est-ce pas, il y a un président, je ne vais pas donner son nom, mais qui dit que ici, là, dans nos pays de l'Afrique francophone, même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens. Et les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d'exécuter ça, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l'objet du coup d'État, dont le président Gbagbo a fini par être victime d'un coup d'État ici. C'est ça. C'est une réalité contre laquelle aujourd'hui il faut se battre, il faut continuer de se battre. Mais en attendant de gagner cette victoire-là, il y a des choses que les chefs d'État africains ont été obligés de faire. Voilà. Parce que ce qui a beaucoup dérangé, parce que moi, quand j'ai discuté avec certains Africains, c'est que, vous savez, Laurent Gbagbo était justement celui qui était présenté comme l'incarnation de l'ancien France-Afrique. Oui. On savait qu'il se battait contre la France et que toutes ces misères venaient justement de ce combat-là. Donc, vous comprenez qu'il y a comme un paradoxe quand on se rend compte que c'est le Gbagbo anti-France-Afrique qui se retrouve à donner des milliards à Jean Chirac. Ça a brouillé un peu, à mon sens. Je comprends ça, je comprends ces réactions. Donc les gens ont eu le sentiment d'un double discours. Un discours populiste en public et en réalité, on continue avec les mallettes en dessous de table. Oui, ça, je comprends tout ça. Ouais. Et je comprends et je pense que c'est assez normal que des gens réagissent comme ça. Mais quelquefois, vous cédez à ça pour avoir, comme si vous lâchez du lest, pour pouvoir vous focaliser sur quelque chose que vous considérez comme plus essentiel. C'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que vous vous parlez encore, Laurent Gbagbo et vous? La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'est quand? La dernière fois qu'on s'est parlé, il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus tout. À son retour, oui, on s'est parlé 2 fois à son retour, c'est tout. Mais vous serez obligé de vous parler, Simone et Laurent Gbagbo, politiquement. Oui. Parce que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Oui. À un moment donné, est-ce que vous êtes prêt à échanger sur le plan politique avec Laurent Gbagbo pour voir ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous serez prêt à accepter? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, on a parlé avec ses représentants. On vient tous d'écouter cette vidéo que je n'ai pas voulu mettre intégralement. C'est une vidéo qui est bien évidemment publiée sur la chaîne panafricaine Vox Africa, où la première dame, Simone Veil, nous a livré vraiment une sortie emblématique. Je suis très content de Simone Veil Gbagbo. Parce que dans cette sortie, elle a démontré que idéologiquement, elle n'a absolument pas changé son point de vue avec le président Gbagbo Laurent. Et elle a dit clairement, il peut y avoir un divorce consommé entre 2 personnes. Parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à s'accorder. C'est la vie des êtres humains, on ne va pas prendre ça personnellement. En dehors de ça, le mariage idéologique, ça veut dire la même vision politique n'a absolument pas changé. Vous voyez la position du président Gbagbo, vous voyez la position de Simone Veil, donc ce n'est que normal. Maintenant, moi je peux même comprendre. Je peux comprendre que ces deux-là aient plus du mal à s'entendre parce que, vous savez, quand on a quand même été ensemble, quand on a été mariés, qu'on a eu des enfants, qu'on a passé une longue vie ensemble, être à côté de l'un ou de l'autre, sachant qu'il a déjà vu une autre personne, ça peut souvent être frustrant pour l'autre. Donc ça peut être compliqué et c'est normal. Mais idéologiquement parlant, est-ce qu'ils ont vraiment changé? Je dirais non. Simone Veil Gbagbo et le président Gbagbo lui-même ont toujours la même vision politique. Quand vous les entendez parler, ils ont le même combat. Simone Veil Gbagbo nous rassure et nous assure que Gbagbo a gagné les élections de 2025 et mieux, elle explique que la CEI n'a même pas déclaré Ouattara vainqueur.
Donc elle nous donne des détails, contrairement à ce que nous croyons avoir entendu. Elle nous explique exactement ce qui s'est passé. Mais qui de mieux que ceux-mêmes qui étaient au sommet de l'État pour nous expliquer? Ce n'est qu'elle qui est mieux placée pour ça. Elle n'était pas la présidente, mais elle était la première dame, la femme du président. Et à côté de ça aussi, elle est une femme politique de l'opposition aujourd'hui qui n'est plus avec le même monsieur, mais qui reste droite dans ses bottes, en nous disant que non, c'est lui qui a gagné. D'ailleurs, elle ajoute que le président Laurent Gbagbo a tellement eu un grand besoin c'est-à-dire d'une véritable cohésion. Il a tellement eu besoin que les Ivoiriens soient ensemble, qu'ils fassent des choses ensemble, qu'ils se mettent ensemble, qu'il a tout sacrifié. Il a même fait le sacrifice ultime, celui de perdre le pouvoir, parce qu'il a quitté le pouvoir. Vous savez que des hommes politiques autres que lui auraient voulu prendre des armes, auraient lutté plus durement, seraient allés au front pour conserver le pouvoir. Mais lui, il savait que s'il va faire cela, ce ne sont que ses concitoyens qui devaient perdre plus que lui. Et alors là, il a décidé de lâcher de l'Est. Il a quitté la chose. Mais aujourd'hui, il est de retour. Rien n'a changé. Rien n'a évolué. Au contraire, les choses vont de mal en pire. Et c'est sans aucun scrupule qu'Alassane Ouattara met les gens en prison tous les jours. La vie est devenue chère et des personnes aujourd'hui n'ont plus d'abri. Il a même constaté qu'on n'a même plus le droit d'avoir un village. Car si vous avez un village, on peut le casser, vous délocaliser sans vous indemniser. Et donc, il était obligé de se remettre à tenue de combat pour redescendre sur le chantier, lutter contre ces gens-là. Donc le président n'a jamais perdu les élections, mais la France est très mauvaise conseillère. Et c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui de cette interview. Je suis très fier et très heureux de voir cette brillante femme, cette maman que nous aimons, parler politiquement. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours demandé. Alors à tous les sympathisants, que ce soit ceux du Gbagbo ou bien de Simon Lévy Gbagbo, laissez les combats de sous-quartier. Concentrez-vous sur l'idéologie politique des deux. Pour l'instant, l'idéologie n'a pas changé et les deux peuvent encore se mettre ensemble. Que ça vous plaise ou non, le combat de la gauche est lancé et tôt ou tard, nous savons qu'il y aura des solutions.